Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 5e épisode du COMEX. Nous avions laissé Don Gianni sur le podium du stade Loussaï de Doha en décembre 2022 au sortir de la victoire de l'Argentine sur la France et après une Coupe du Monde qui s'était déroulée sans accroc. Sans accroc si l'on nommait évidemment les accusations de corruption sur l'attribution, les 6500 morts ou plus sur les chantiers des stades, son impact environnemental désastreux, les discours mensongers sur sa neutralité carbone, le traitement des personnes LGBT et je m'arrêterai là sous peine de n'avoir plus de temps suffisant pour finir cette introduction. Depuis, Gianni était resté discret. Il avait certes été réélu de manière démocratique en mars au moment du 73e congrès de la FIFA, puisque comme moi, lorsque j'avais été désigné délégué de classe de 3e, Gianni Infantino a donc été réélu aux applaudissements pour un 3e mandat à la tête de la FIFA jusqu'en 2027, ne laissant aucune place à de potentiels adversaires. Mais depuis cet été, notre divin chauve mondial a repris du galon. D'abord avec la Coupe du Monde féminine, où il a commencé par se vanter de la réussite de son événement, affirmant qu'une nouvelle fois, comme cela arrive souvent ces dernières années, la FIFA avait raison d'organiser une Coupe du Monde dans ces pays-là. Mais ce n'est rien à côté de sa sortie visionnaire en pleine compétition sur l'équité salariale entre les sexes. Je cite... Et je dis à toutes les femmes, et vous savez, j'ai 4 filles, donc j'en ai quelques-unes à la maison, je dis à toutes les femmes que vous avez le pouvoir de changer. Choisissez les bonnes batailles, choisissez les bons combats, vous avez le pouvoir de changer. Vous avez le pouvoir de nous convaincre, nous les hommes, de ce que nous devons faire, de ce que nous ne devons pas faire. Avec les hommes, avec la FIFA, vous trouverez des portes ouvertes. Un brin paternaliste est toujours enclin à se démarquer. Malgré ça, la Coupe du Monde féminine fut plutôt calme pour Don Gianni, qui se fut volé la vedette par Luis Rubiales, président de la Fédé espagnole et coupable d'agression sexuelle au Mondiovision. Alors Gianni est monté au créneau pour reprendre en main son leadership naturel. Le 4 octobre dernier, la FIFA annonçait à travers un communiqué l'attribution de la Coupe du Monde 2030 à la candidature hispano-portugo-marocaine. Mais Don Gianni ayant la ferme intention, je le cite, d'apporter de l'unité au peuple et de fêter la plus belle des manières le premier siècle de l'existence de la Coupe du Monde, la FIFA décida donc d'attribuer 3 des 104 matchs de cette Coupe du Monde à 3 pays d'Amérique du Sud, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Tout ça évidemment en promouvant un formidable message de paix, de tolérance et d'inclusion. On repassera pour l'environnement et on repassera aussi sur les jeux de pouvoir politique dissimulés derrière cette décision. C'est sans oublier évidemment le projet de Coupe du Monde des clubs cher à Infantino, un projet validé qui débutera en 2025 tous les 4 ans ayant pour but de concurrencer la nouvelle Ligue des Champions. Un projet qui ne prend évidemment pas en compte les plaintes de nombreux joueurs et entraîneurs, Virgil van Dijk et Raphaël Varane en tête dernièrement, sur le nombre incalculable de matchs joués et les problèmes de santé que ça représente pour les joueurs. Dans la politique de Gianni aussi, peu de place pour le football amateur, pour le développement du football dans les pays les plus démunis, ou pour le développement du football féminin, dont presque la moitié des joueuses, on le rappelle, ne perçoivent toujours pas de salaire pour leur activité. Mais pourquoi s'entêter à vouloir faire avancer ces sujets quand on peut en parallèle développer ces sphères d'influence ? Et oui, en plus de sa visite à l'Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier, où il a fièrement posé avec le président de l'Assemblée, en plus de son intervention lors du dernier G20 pour évoquer la lutte contre la corruption, plutôt culotté, Gianni s'est aussi autorisé cette semaine à annoncer que la Coupe du Monde 2034 reviendrait naturellement à un pays asiatique, ouvrant grand la porte à la candidature de l'Arabie Saoudite. Jeu d'influence, discours camouflé et ambition politique, vous l'aurez donc compris, le mandat politique du Logan Roy de la FIFA ne s'articule pas uniquement autour des messages de paix et d'inclusion qu'il tente de transmettre. Quelles sont ces zones d'influence et comment les alimente-t-il ? Quel est l'objet de toutes ces réformes insensées ? À quand un petit déplacement en Turquie pour une greffe de cheveux ? Bref, toutes ces questions qui ouvrent les portes d'une discussion riche et organisée pour ce 6e épisode du COMEX nommé la FIFA des nouvelles de la World Company. Évidemment, un sujet sur l'influence, on était obligé de l'avoir avec nous. Émilie Aubry du 17e, le David Colomb du Parc des Princes, le Pascal Boniface de Wish. Comment ça va, JB ? Je vais m'arrêter là, je vais te saluer et après je te retrouve et je te pète les genoux. Très bien, ravi de t'avoir avec nous ce soir. Moi aussi. Lui, il se réjouit déjà de ce choc du 6e tour de la Coupe de France entre Huitencourt et Ouascal. T'as prévu de faire le déplacement, David ? Tout à fait, pour voir les écureuils Huitencourt comme le titrait les nouvelles, tirer le gros lot. Voilà, magnifique. Et enfin, comment parler de la World Company sans notre monsieur Sylvestre à nous, le chantre du capitalisme footballistique et de la globalisation. Comment ça va, Thibaut ? Ça va. Il y a encore des nouveaux territoires à conquérir. Donc, j'ai hâte de m'y rendre. Ça n'a aucun sens ce que j'ai dit. Bien. Je suis un peu mal à l'aise avec ces intros parce qu'il faut dire une vanne. En fait, à ce moment-là, j'ai l'impression d'être aux grosses têtes. Donc, je suis là, genre, tu peux juste dire bonjour et passer la main. Bonjour, Valentin, ça va ? Très bien, merci beaucoup. Et vous ne le savez pas, mais nous enregistrons cette émission un peu plus tôt dans la semaine que d'habitude. Il a donc eu 2 revues de presse à préparer dans la même semaine. Ça y est, Flo, tu connais le site de l'N Nouvelle par cœur ?
Et écoute, je le connais de plus en plus, je vais finir par m'abonner. Et Thibaut, par exemple, si t'as un doute sur les intros que tu as envie de faire, n'hésite pas à rappeler par exemple à David qu'Auxerre a gagné toujours 4-2 le dernier match face à Bordeaux. Et pour l'instant, ça reste le même score. Voilà. N'oubliez pas que si vous avez la possibilité de nous faire des dons, vous avez la possibilité de le faire sur notre cagnotte Hello Asso que vous pouvez retrouver directement sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Et sinon, pour ceux qui écoutent évidemment tout le podcast régulièrement, vous connaissez ce discours, vous pouvez aussi partager, en parler à vos amis, évidemment, nous faire un petit peu de communication et de publicité. Messieurs, la FIFA, des nouvelles de la World Company, comme je le disais en introduction, c'est évidemment un sujet pour toi JB, donc je te laisse commencer. Alors, le 4 octobre dernier, le Conseil de la FIFA remettait à l'Espagne, au Maroc et au Portugal le droit d'organiser la Coupe du Monde 2030. La candidature sud-américaine s'était retirée au profit d'une candidature réunissant les deux confédérations, celle du... Il ne pouvait en rester qu'un, avec Gianni. C'était justement le fameux dossier qui nous plaisait tous, 3 pays de foot, formidable, sur le papier. Et puis, l'annonce est passée et tout le monde a oublié finalement le mode de désignation. Les implications politiques ont commencé à ressortir. Et puis, derrière, s'est rajoutée l'idée d'une possible réélection perpétuelle de Gianni Infantino, notre Highlander helvète, celui qui a été réélu, comme tu disais justement, le 16 mars dernier, par acclamation, et qui donc peut aujourd'hui se maintenir jusqu'en 2031. Dans des institutions comme la FIFA qu'on peut se permettre d'avoir un mandat aussi long. Et donc là, je pense que Thibaut nous parlera de démocratie après. Mais revenons à ce mode de désignation, parce qu'il dit beaucoup de la FIFA et de cette World Company, qui finalement aurait peut-être bientôt des comptes à rendre. Le Conseil de la FIFA, c'est l'organe, finalement, qui décide une sorte de COMEX, qui ne dit pas son nom. C'est 37 membres, Gianni est président, il y a 8 vice-présidents, et 28 membres qui sont choisis, mais qui objectivement ne comptent pas. Et ce qu'on voit, c'est que ce principal organe décisionnaire, c'est lui, la Coupe du Monde 2030 à la candidature justement hispano-portugo-marocaine, et dans une transparence absolue puisqu'il n'y avait pas de presse, que ça s'est passé hors congrès, et donc aucun des 221 membres de la FIFA n'a voté directement. On a donc fait confiance. Gianni Infantino à ce moment-là a renoué avec le bon vieux système du comité exécutif de la FIFA, cher à Sepp Blatter. Et oui, vous vous souvenez, vous aviez aimé Qatar 2022, vous allez adorer la suite. Le système est légal, au statut de la FIFA, et il est soumis aux fameuses règles de compliance habituelles. Mais ça nous dit quand même beaucoup du fonctionnement du président et de l'institution, puisque derrière, il est avant tout affaire de politique. Je vous rappelle que l'édition 2026 va aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et qu'elle a été attribuée de manière extrêmement habile aux États-Unis suite au scandale de la FIFA. Vous vous souvenez, Sepp Blatter est parti et derrière, il fallait nettoyer les écuries d'Augias. Ça a donné lieu à une intervention. Et derrière, on a eu la chance pour les États-Unis de n'avoir que le Maroc en face. Ça tombe bien, le Maroc revient en 2026 et avec l'Espagne 2030 et avec l'Espagne et le Portugal, ils forment un trio assez unique auquel s'est adjoint l'Ukraine, qui bizarrement au moment de la désignation a disparu. Peut-être une influence là encore de la World Company et de ses intérêts. Et on voit donc ce mondial 2030 atterrir avec ses 48 équipes, ses 104 matchs, en tout cas 101 sur 104, Et là, on peut se dire, formidable. Pour une fois, Gianni s'est pas trompé. Sauf qu'on a 3 matchs qui finissent en Amérique du Sud, comme tu l'as justement rappelé, Argentine, Paraguay et Uruguay. Pour fêter le centenaire du mondial, justement en 1930, le premier ayant eu lieu en Uruguay. La réalité, c'est que c'est aussi une manière de remercier la CONMEBOL, qui a chaleureusement accompagné la réélection de Gianni. Et donc, on arrive là à ce constat. La fête est à l'image de la communication de la FIFA. Elle est parfaite, sauf si on commence à regarder à côté. Et quand on regarde à côté, on va se rendre compte de plusieurs choses. D'abord, l'aspect événementiel. On est sur 3 avec derrière une véritable volonté de s'inscrire dans l'air du temps. C'est pas une première. La FIFA, finalement, ne fait que renouer avec ce qu'elle avait déjà été la première à mettre en place. Je rappelle qu'en 2002, on avait une organisation Japon-Corée du Sud pour le mondial. Ça avait séduit et souri au bleu. L'UEFA s'y était mise aussi. Et puis avec la Coupe du Monde 2026, on était sur 3 pays, sur un ensemble continental très étendu. Alors ça fait hurler les écologistes, ça fait hurler tous ceux qui tiennent à l'empreinte carbone, mais finalement ça s'inscrit dans l'air du temps.
Et les Jeux, par exemple, de 2026 de Milano Cortina vont voir certaines de leurs épreuves délocalisées en dehors d'Italie. Donc on est dans l'air du temps. Maintenant, ça dit aussi autre chose. On est sur une inflation des coûts. Cette inflation des coûts, elle accompagne le gigantisme des épreuves comme la Coupe du Monde. Et la FIFA n'est pas une association, c'est un organisme bien particulier qui d'abord profite de son statut suisse pour justement avoir une opacité relative. Mais on aura l'occasion d'en reparler. L'idée, c'est qu'avec des coûts qui augmentent, il faut trouver. Or, les opinions publiques aujourd'hui sont défavorables à ça. L'acceptabilité sociale est un souci. Et on a un autre problème, c'est que derrière, nos chers dirigeants, à commencer par Gianni, voient leur rémunération directement indexée sur les chiffres d'affaires de ces événements. Et donc pour ça, il faut trouver un moyen. La co-organisation, à ce moment-là, c'est parfait. Vous mutualisez les coûts et ça vous permet d'augmenter avec un plus grand nombre d'équipes les revenus, donc les bénéfices, donc vos bonus. Ici, on échappe à cette fameuse malédiction du vainqueur de l'enchère chère à Vladimir Andreev et on peut organiser des événements toujours plus grands, toujours plus importants. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte aussi que ça permet de régler certains problèmes géopolitiques. Vous n'avez pas à choisir, puisque tout le monde est là. Vous pouvez contenter tout le monde. Et c'est là où la deuxième dimension politique de cette désignation pour 2030 est intéressante. Quand vous connaissez les statuts de la FIFA, vous savez que dès lors qu'une confédération obtient, ne peut pas se présenter pour l'organisation du suivant. Or là, Gianni Infantino ne contente pas une confédération, non pas 2 confédérations, mais 3. Ça veut donc dire qu'il n'en reste plus que 2 susceptibles d'accueillir le mondial 2034. L'Asie, et donc cette fameuse confédération qu'est l'AFC, et l'Océanie, l'OFC. Et là, comme par hasard, à partir du moment où le Maroc, l'Espagne et le Portugal obtiennent 2030, il ne faut que 2 heures à l'Arabie Saoudite pour présenter sa candidature. Et on entend une petite musique venant d'Océanie nous expliquant qu'une candidature contraire est susceptible d'être déposée. L'Australie a effectivement pris langue avec l'Indonésie. Or, il y a 2 jours, le 17 octobre, on a vu cet accord-là être remis en cause parce que l'Indonésie, premier pays musulman du monde, a échangé avec ses frères du Golfe et donc ils ont décidé de se retirer. On peut donc dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition à part une éventuelle candidature chinoise qui va être très compliquée à mettre en œuvre pour une raison très simple. Le calendrier de la FIFA a changé. Il faut déposer la lettre d'intention le 31 octobre. C'est-à-dire. Et l'engagement définitif le 30 novembre. Autant vous dire que les Chinois ne sont pas forcément prêts et qu'à l'heure où je vous parle, il y a quand même de grandes chances pour qu'on voit débarquer la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite. Et là, on est typiquement dans cette discrétion chère à la FIFA, ces désignations qui renvoient à cette diplomatie de connivence, cette diplomatie de club chère à Gianni, avec tout ce que ça peut compter de désoccidentalisation des mœurs, de désoccidentalisation des normes et de rapports de puissance. Gianni, ça, il sait faire. D'ailleurs, il a été réélu par acclamation. Ça veut dire cette maîtrise-là, il l'exerce au quotidien. Et quand on va plus loin, on se dit que derrière, l'Arabie Saoudite lui rend finalement un service et qu'il est finalement très reconnaissant. Parce qu'après le Qatar, l'Arabie Saoudite va répondre aux demandes de Gianni. Tous les deux s'entendent à merveille. Et on voit le principal partenaire financier de la future Super League africaine, qui est devenue là récemment l'African Football League, être directement sous influence du Golfe. Alors, elle commence d'ailleurs le 20 octobre. On voit aussi que le mondial qui avait été imaginé au départ, qui a été abandonné, était déjà financé par nos amis saoudiens, et que la prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA va se dérouler justement à Riyad. Une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte d'une chose, c'est que d'abord, le monde est incroyablement petit pour Gianni, et que chacun de ses moves, chacune de ses actions, à la fois sert les intérêts d'une FIFA qui est finalement de moins en moins proche d'une fédération internationale et d'une firme transnationale, et en même temps sert des intérêts qui sont très éloignés de ceux du football, avec une communication qui plaît de plus en plus à tous ceux qui le critiquent et à tous ceux qui le détestent, c'est-à-dire celle de quelqu'un qui ne prend pas en compte les principales reproches qui sont faites à la FIFA, c'est celle d'être déconnecté. Or aujourd'hui, ces critiques viennent d'Europe, viennent d'Amérique du Nord, et elles sont inaudibles. Encore un bouquin, JB? Il y a celui de Romain Molina qui sort sur le sujet dans 3 à 4 jours, je crois. Je donne la parole à David maintenant.
Tout à fait. Alors, je vais pas parler de moi à la troisième personne, mais David frôle l'indigestion là en ce moment. Et cette indigestion, non, si elle est pas physique, c'est une indigestion de football. Et pour reprendre une excellente métaphore utilisée par Nick Miller dans The Athletic, moi je vais me focaliser sur la Coupe du Monde des clubs, dont la première édition se jouera en 2025. Et cette Coupe du Monde des clubs, si elle est séduisante en fait sur le papier, on finira par la regretter le lendemain. C'est un peu comme la pizza à 4 fromages qu'on mange en retour de soirée à 1h et on est très content. Ah, je vois Val qui J'ai vu cet dodeline article. de la tête, qui opine du chef. Non, pas sur la Ça, pizza, ouais. mais j'ai vu l'article. Surtout. Donc en fait, et qu'on finit par regretter. Et c'est exact. Je pense que c'est une métaphore en fait qui est très juste. En fait, je veux pas me l'approprier. C'est pour ça que j'ai cité l'auteur. Et au championnat du monde, à la future Coupe du Monde des clubs, pardon. Quel est le produit qui va qui suscite d'ailleurs d'avance mon indigestion? C'est une Coupe du Monde donc, qui aura lieu tous les 4 ans des clubs avec 32 équipes, 8 groupes de 4, donc 7 matchs maximum pour le vainqueur. Et pour vous donner une idée du pourquoi j'emploie le mot indigestion, ça ferait pour... si on ne considère pas la Coupe d'Afrique des Nations et la Copa América qui sera en début de saison 2024-2025, 90 matchs par saison pour un joueur par exemple qui est déjà qualifié pour cette compétition. Donc, un match tous les 3,9 jours. Donc, c'est pour vous donner en fait une idée de la fréquence des rencontres qu'un joueur participant justement à cette nouvelle compétition. Pardon David, mais ça doit commencer la Coupe du Monde des clubs ou il y a une date ou... Ouais, en 2025. C'est entériné ça? La première édition, Oui, c'est en 2025. C'est entériné, c'est en 2025 et ce sera certainement aux États-Unis, dans la mesure où ce sera de France, le coup franc de Roberto Carlos, où ça avait été donné justement, enfin un tournoi d'essai, un ballon d'essai pour la Coupe du Monde en France. Là, comme la Coupe du Monde est en 2026, ça aura lieu en 2025 aux États-Unis. Sachant que la première édition, enfin en tout cas la version test, a lieu à Riyad en décembre. Oui, tout à fait, mais avec moins d'équipes en fait. Mais d'accord, c'était juste pour un élément de contexte. Ouais, tout à fait. Et c'est, on est passé, je sais pas si moi c'était un de mes Madeleine de Proust, c'était la Coupe intercontinentale. Moi, quand j'ai grandi, c'était souvent le Sao Paulo Dry, ça se jouait à Tokyo, et c'était une des seules fois où on pouvait voir jouer donc les grands joueurs américains. C'est le vainqueur de la Copa Libertadores qui jouait contre le vainqueur de la Ligue des Champions, et ça sacrait justement le champion du monde des clubs. Donc cette digestion, elle est difficile. Pourquoi ? Il y a tout d'abord, en fait, une sportive. Le but de cette compétition, c'est de sacrer le champion du monde des clubs. Mais si on se rend compte si on réfléchit à la structure des qualifiés, ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire que il y aura, par exemple, les 4 vainqueurs des ligues des champions locales, européennes, asiatiques, africaines, océaniennes, plus les équipes les mieux classés durant les 4 il y aura un classement les équipes les mieux classées. Par exemple, une équipe comme Liverpool est déjà sûre et certaine, Arsenal par exemple, est déjà sûre et certaine de ne pas y participer. Donc même si Liverpool ou Arsenal gagnent 2 fois la Première Ligue entre-temps, ils sont sûrs et certains de ne pas y participer parce que le coefficient fait qu'ils ne pourront jamais en fait accéder à cette compétition. D'autant plus que le nombre d'équipes par pays est limité à 2, à moins qu'il y ait plus d'équipes d'un pays qui gagnent les ligues des champions locaux. Ensuite, il y a le risque que je qualifierais de morale psychologique. Et je vais renvoyer à l'interview de Raphaël Varane sur le manque de repos, le manque de coupure, le manque de déconnexion du footballeur, en lui rajoutant une compétition format Coupe du Monde, durée Coupe du Monde, les années impaires. Ça veut dire que ça le coupe complètement de son milieu familial, ça l'empêche de déconnecter, ça l'empêche aussi de reposer, que ce soit son cerveau et son esprit. Et on ne pourra pas s'étonner de joueurs qui arrêtent de plus en plus vite ou qui prennent leur retraite internationale, qui
qui font des impasses. Et c'est vraiment dommageable pour le football du haut niveau. Et j'ai vraiment du mal à voir l'intérêt sur le point de vue en fait moral et psychologique. On parle de plus en plus de la santé psychologique du footballeur. J'ai vraiment du mal à voir comment l'empilement de compétitions, cette nouvelle compétition en est l'exemple. Quel impact bénéfique pourrait avoir cette nouvelle compétition sur la santé morale et psychologique du footballeur. Ensuite, il y a un vrai risque financier, c'est-à-dire que jusqu'à quand l'élastique en fait va éclater. Pour vous donner une idée de la récompense financière de cette nouvelle compétition, c'est 150 millions d'euros de prize pool en fait à répartir entre les différents. La compétition actuelle, c'est 16 millions d'euros. Donc, si vous voulez, ça va en plus créer une nouvelle distorsion de concurrence, un peu à l'image des tournées américaines, d'ailleurs les tournées de pré-saison, qui s'évaluent parfois à 20-30 millions. Donc, ça va encore plus créer un fossé entre les équipes de tête et les équipes encore plus petites. Donc, il y a un vrai risque économique et il y a surtout ce risque de dilution qu'on connaît bien en finance, ou de dévaluation du produit, dans la mesure où à quel moment, cette course à la taille critique, à quel moment trop de football tuera le football. À quel type de sponsor, en fait, la FIFA pense avoir accès pour coller une compétition qui va pas forcément être appréciée favorable par les clubs, dans la mesure où ça va clairement être une imposition. On l'a vu avec le nombre de joueurs, sans autre retombée que financière, au final. Et pour vous donner une idée des retombées financières, c'est 150 millions, c'est 1,5 fois le budget de Nice, c'est 2 fois le budget de Nantes, c'est 3 fois le budget de Lorient, c'est 5 fois le budget d'Auxerre. Donc ici, on ne peut pas critiquer la répartition de la manne financière CVC et en plus promouvoir une compétition sortie de terre qui va creuser encore une fois l'écart entre les clubs. Et très franchement, alors, vous ne l'entendrez pas souvent dans ma bouche, mais je pense que au niveau de la fréquence, la taille des compétitions, on arrive à un point de rupture où la nécessité de croissance, il y a une vraie nécessité au moins de stabilité. L'argument que cette Coupe du Monde des clubs, le slogan c'est Growing the Game, c'est faire croître le jeu. Et l'argument, c'était de dire si les compétitions n'évoluent pas, il n'y a pas de nouvelles compétitions, le football n'avance pas. Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire que là, très franchement, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette compétition, alors que, à part, bien évidemment, pour les peu d'équipes qui vont la rencontrer, alors qu'il y a énormément d'autres priorités que va en introduction. Et moi, je pars du principe qu'il y a une expression anglaise qui dit « If it's not broken, why fix it ?» C'est-à-dire que si ça fonctionne, pourquoi essayer d'améliorer ? Pourquoi toujours cette course à la nouveauté ? Pourquoi cet empilement de compétition ? Pour des raisons qui seront même pas forcément financières, parce que c'est même pas sûr que les sponsors soient au rendez-vous, c'est pas sûr que les téléspectateurs soient au rendez-vous. Où c'est une compétition qui présente très très peu d'intérêt. Donc je pense que cette compétition créée de toutes pièces qui ne répond à aucune demande, c'est-à-dire que les joueurs sont plus ou moins contre. Il y a des Varane, Xavi qui est entraîneur, s'est prononcé contre l'empilement des compétitions. Il n'y a pas forcément de demande des téléspectateurs pour plus de rencontres. C'est une compétition qui sort que de l'imagination en fait de consultants ou de Gianni Infantino, qui ne répond à aucun besoin et qui ne fait que, j'ai l'impression que c'est une émanation qui n'est fait que pour justifier l'emploi de Gianni Infantino, qui ne répond à absolument aucune idée. Donc c'est bien en fait quelque chose qui va dans la stratégie globale de la FIFA, qui est, comme tu le disais JB, très 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 difficilement lisible, ou trop lisible justement. Merci David. Thibaut, je te laisse finir.
Oui, alors merci les gars pour ces exposés riches. Moi, je voulais continuer un peu sur cette lancée-là en essayant peut-être faire un petit exercice de pensée, d'essayer de comprendre, de te mettre dans la tête de Gianni Infantino. Et dans la tête, en tout cas, de comprendre le concept qui est employé. À quelle idée il renvoie, à quelle idée renvoie cette idée que le football devrait grandir, à quelle idée renvoie cette idée, cette obsession des nouvelles parts de marché, hormis la question purement de l'argent, mais essayer de comprendre l'aspect moral, si je puis dire, au sens large du terme. Sur quelle idée ça repose, sur quel fond ça repose. Parce qu'on n'a pas des idées comme ça qui sortent du chapeau. La cupidité ne suffit pas. On voit bien que la cupidité, c'est pas la seule logique. Et on pourrait en tout cas essayer de jouer à s'imaginer que c'est pas que la cupidité. Il y a quelque chose qui répond. Enfin, l'attitude d'Infantino répond à un besoin, à un désir qui est présent actuellement, qui est dans l'air du temps, et qui nous échappe un peu. Donc, j'avais envie d'essayer de comprendre ça. Et je crois que ça revient à cette idée qui est finalement une idée au départ assez française. C'est pas pour rien que les Français ont inventé la FIFA aussi, entre autres. JB, corrige-moi, mais je crois que c'est bien les Français qui ont inventé la FIFA. Et puis elle va bientôt revenir, parce que fiscalement, Emmanuel Macron fait tout pour qu'elle revienne. Voilà, c'est cette idée française qui consiste à vouloir organiser la réalité, mais surtout au nom d'idées universelles. C'est toujours cette idée d'universalisme. L'universalisme, si on veut, on revient à l'étymologie de l'universel. C'est une étymologie assez paradoxale avec le sens que l'universel a pris. L'universel, dans le sens courant, c'est ce qui est valable, et en sens philosophique aussi, désormais, la manière dont il est utilisé, c'est ce qui est valable partout, tout le temps, avec tout le monde, et de tout temps. L'universel, ça s'oppose au singulier. Le singulier, ce qui est valable dans un seul lieu, dans un seul temps, avec une seule personne. L'universel, c'est ce qui est valable en tout lieu, en tout temps. Pourtant, l'universel, quand tu regardes l'étymologie, l'universel, c'est ce qui est universus, c'est ce qui est tourné vers le un. C'est ce qui est tourné vers l'un, qui est exactement l'inverse en fait du sens qu'on lui donne maintenant, qui est plutôt tourné vers la multiplicité, vers la variété, vers l'idée que une sorte d'universel un peu postmoderne qui serait une idée de diversité. L'universalité a pris le sens de la diversité. Et c'est un peu le sens que lui donne d'ailleurs Gianni Infantino. Et pourtant, on voit bien dans cette politique de la FIFA ce paradoxe de la notion d'universel. Quel est le sport le plus universel? Quelle est la pratique la plus universelle? Si c'était le football. Il n'y a pas plus universel. Les règles, pourquoi? Parce que l'universalité tient en partie aussi du fait de la simplicité de ces règles. Il y a plus d'États membres à la FIFA que d'États membres à l'ONU. C'est le sport le plus pratiqué. C'est le jeu dont tout le monde connaît les règles, sans forcément y participer. C'est un des traits particuliers de ce jeu-là. Tout le monde sait jouer au football. Tout le monde... Et moi, j'y vois même un invariant anthropologique. Je pense que les hommes préhistoriques tapaient déjà dans un quelque chose de rond, ou qui étaient des enfants déjà tapés avec leurs pieds dans quelque chose qui ressemblait peut-être à un ballon. D'ailleurs, on le retrouve dans beaucoup de cultures, tant en Chine que chez les Incas, qu'au Moyen-Âge. Il y a plein de proto-football. Le football qu'on connaît, c'est le football anglais, c'est-à-dire le football institutionnalisé par les Anglais, mais la pratique en tant de ballon-pied, si je puis dire, est universelle aussi dans le temps, pas uniquement dans le lieu. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a cette idée et c'est l'idée un peu que veut défendre la FIFA au départ. C'est que l'idée, il faut organiser l'universel. Il faut organiser la pratique de ce jeu-là, et on est une sorte d'ONU, de contre-ONU, d'ONU parallèle. La FIFA a d'ailleurs été créée avant l'ONU. C'est une institution qui date des années 20, qui était la première grande époque pacifiste au XXe siècle, Aristide Briand et autres, et c'est cette idée qu'on allait résoudre le problème de la guerre par le pacifisme, par les grandes institutions. On a inventé la SDN, on a inventé ensuite la FIFA. Elle n'avait pas beaucoup de pouvoir, mais elle existait. Elle s'opposait d'ailleurs au CIO dès l'époque. Et donc la FIFA a cette idée. Au départ, c'est cette idée-là, c'est l'idée qu'on va défendre un universel possible. On va rendre concret un universel. Et pourtant, on voit avec la figure d'Infantino que les paradoxes de cette notion d'universalité. C'est qu'en réalité, cette universalité qu'on conçoit comme quelque chose qui est valable partout devient une diversité. Et une diversité, c'est pas l'universel. Pourquoi? Parce que dans la diversité, ce qui définit la diversité, c'est aussi des particularités, et toutes les particularités ne sont pas compatibles. Et on voit dans ce que fait Infantino l'idée que
une idée un peu concon en fait. C'est une idée un peu concon au départ de dire le football on pratique tous donc on va tous. Et d'ailleurs c'est de là vient sa folie de vouloir obtenir le prix Nobel de la paix. C'est un vieux rêve caché de Infantino. C'est l'idée que le football va résoudre tous les problèmes parce qu'il est précisément universel. Le problème c'est que paradoxe de la notion d'universalité et paradoxe aussi de l'histoire même de cette universalité dans la FIFA. Parce que je pense qu'on peut cette idée d'universel on peut l'historiciser. On peut lui donner quelques grandes périodes. La première, j'en parlais tout à l'heure, qui était la période de création. Moi, je l'étendrais quasiment jusque presque dans les années 90, quasiment le premier siècle, qui est l'universel européano-centré. Sur les grandes fédérations, sur le pouvoir de l'UEFA, la FIFA... Le changement de règle du Ballon d'Or, d'ailleurs, s'accompagne aussi de ça. Ouais, le changement de règle du Ballon d'Or et l'idée que cet universalisme traditionnel, on le voit dans l'histoire, on le voit dans l'histoire des idées aussi. C'est une idée française, une idée qui vient de la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est un universalisme abstrait qui s'incarne dans des institutions multilatérales comme l'ONU, qui est un peu précurseur comme la FIFA, qui est un peu précurseur en cette idée-là de l'ONU elle-même. Donc un universalisme européano-centré, fondé sur les grandes métropoles, avec encore des empires coloniaux. Je finis bientôt. Première période. Deuxième période, à partir des années 90, je dirais, moi je le date de 94 en fait, avec la Coupe du Monde aux États-Unis. 94, chute du mur, mondialisation heureuse, si je puis dire, victoire du libéralisme. Je regardais l'autre jour, alors c'était le Super Bowl, mais bon, c'était ça, il me semble que c'était un peu pareil. Je crois que la cérémonie d'ouverture de 94, il y a Diana Ross notamment qui chante. Ouais, qui rate un penalty, qui tire à côté. Un péno, et je regardais le Super Bowl, parce que je regardais des vidéos de Michael Jackson avec ma fille, et je voyais en fait le Super Bowl de 94 avec pour avoir dansé. Et je voyais chanter Heal the World. Heal the World, c'est la date de cette année-là. Et Heal the World, c'est vraiment des enfants qui disent ouais, faut sauver le monde, etc. Et je me rappelais en fait que cette époque-là est une période de quasiment de naïveté philosophique. On s'imagine qu'on va ouvrir les frontières, on va ouvrir le monde. C'est la fin du bloc soviétique. Les États-Unis sont vainqueurs. À la fin de l'histoire, le libéralisme a triomphé, la démocratie va triompher. Et il y a cette période-là, encore une espèce d'âge d'or de la FIFA entre 94 et 2001, hein, je dirais jusqu'au septembre, en gros, qui est cette fois-ci un universalisme américano-centré, où c'est vraiment, cette fois-ci, les États-Unis qui vont prendre la main sur les destinées du monde. Alors la FIFA, ça va s'organiser de manière un peu différente, mais avec cette idée quand même que la MLS va grandir, les États-Unis vont être le référent. Et à partir de 2001 et à partir je crois que la Coupe du Monde de Qatar est un jalon, mais c'est décidé avant. C'est-à-dire que les années Platini, on est sur 2004, 2007, cette période-là. On a un universalisme, cette fois-ci arabo-centré, où j'emploie le terme arabe à dessein, c'est-à-dire que c'est vraiment le centre de décision et même le centre de la notion d'universel elle-même se cristallise sur une certaine conception et sur une certaine raison géographique dans laquelle a déménagé le même Infantino et dans lequel on voit autour duquel on voit tourne tout le football actuel, ce qui est la péninsule arabique, que ça aille du Golfe jusqu'à presque à la frontière iranienne. On voit c'est à cet endroit que se décide le destin du football, et pas simplement le destin économique, mais aussi le destin philosophique, où cette fois-ci la notion d'universel change de nature. Il s'agit plus d'un universalisme abstrait, où on va défendre partout dans le monde la même idée, mais une sorte d'universalisme du particulier, où chacun va défendre sa conception du football et sa conception de l'universel. Et c'est là qu'arrive à nouveau le paradoxe conceptuel, et je termine là-dessus, de cette notion d'universel, où la FIFA illustre parfaitement ce paradoxe de l'universalisme abstrait, c'est-à-dire on vit en théorie, mais on élabore des idées, en théorie on vit très bien, et personne ne vit jamais en théorie, on n'organise pas des Coupes du Monde en théorie, on les organise en pratique. Et on voit bien qu'en pratique, le dernier geste de naïveté, c'est de vouloir absolument mettre ensemble des confédérations qui n'ont rien à voir, parce que j'ai hâte de voir l'organisation commune entre les Portugais, les Espagnols et les Marocains, sachant que les Espagnols sont en conflit ouvert avec le Maroc, notamment sur la Sahara occidentale, où va se jouer la finale, qui va être un enjeu symbolique très important. Donc les Espagnols considèrent que ça va être au Bernabéu. Pour eux, c'est fait déjà. Mais les Marocains ne sont pas du tout d'accord. Donc on va voir que cet universalisme
qui essaie de s'incarner dans une espèce de structure un peu amorphe, va être irrémédiablement renvoyé à sa propre incohérence. Donc je trouve que la FIFA, c'est l'illustration même de l'illusion et de l'évolution d'idée d'universel qui est en train petit à petit de se dévorer elle-même. Eh bien, ça va être facile à résumer tout ça. Merci beaucoup, les gars, pour cette première partie qui fut très intense. Ouais, pardon. Je vais prendre un petit. C'est des trucs, j'ai pas le temps, moi, dans l'after, de même... faire des tunnels comme ça de 10 minutes. Donc, bah voilà, non, mais c'est très bien. Non, mais j'en profite ici. C'était absolument pas un reproche, Thibaut. Je vais quand même juste prendre 5 minutes pour réfléchir un petit peu ce que vous avez dit. Je vais laisser Flo faire sa petite revue de presse pour me laisser le temps de respirer un petit peu. Ouais, Val, moi aussi j'ai mis du temps à comprendre, mais là j'étais surtout à deux doigts de rejoindre le frère de Thibaut et de faire grève, Val. Parce que 2 revues de presse en à peine 4 jours, le rythme est insoutenable pour moi. J'ai à peine le temps de comprendre ce qu'a dit Thibaut lundi lors du dernier épisode. Et en plus, j'ai pour mission de tenter de faire rire 3 experts que je connais depuis peu, alors je ne te dis pas comment la tâche est compliquée. Heureusement, un homme est là, David, pour briser la glace et nous donner quelques billes sur son parcours. Puisqu'on a appris de sources picardes bien informées qu'il était sorti avec la fille du président du club de Villers dans la Somme. Alors évidemment, la Somme, évidemment. Comme la tome de Savoie. Alors évidemment, une pensée pour les Amiénois. Alors évidemment, on se doutait que ces exploits ne s'étaient pas déroulés balle au pied, pour celui que tout le monde appelait alors le Claude Makélélé axonois, et pas forcément pour la taille de son short, mais plutôt sur sa propension à sortir avec les filles de ses dirigeants. Bon, sinon la grosse actu foot de la semaine en Picardie, on continue évidemment, c'était la visite de Maxime Bossis à la soirée des bénévoles du district de l'Aisne justement. L'occasion pour le légendaire défenseur des Bleus et du FC Nantes de revenir sur le traumatisme de sa carrière pour l'Aisne Nouvelle. Ce tir au but manqué face à l'Allemagne en Séville en 82 bien évidemment, et ce sentiment de culpabilité qui l'habite toujours plus de 40 ans après. Décidément, pas dans l'air du temps, Maxime. Un sentiment de culpabilité des décennies plus tard, ça n'évoque rien à Roman Polanski ou Woody Allen, par exemple. Non. Cette humilité face à l'échec, pourtant loin d'être si grave que ça, ça pourrait être un exemple à donner quelques surfroides à la décence de certains politiques actuels qui affirmeraient pêle-mêle que le Hamas n'est qu'un mouvement de résistance, que la haine du juif et la haine du flic se rejoignent, ou d'autres encore qui feraient le lien direct entre un tweet de soutien aux Palestiniens, le djihad et l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Heureusement, dans ces contextes plus que tendus sur fond d'exportation du conflit israélo-palestinien en France, on peut compter sur Chérif Guémour pour parler de binationaux franco-algériens sans craindre la moindre polémique. Et plus particulièrement de ceux ayant joué pour les sélections françaises, notamment chez les jeunes, avant de rejoindre les Fennecs comme Aouar, Gouiri ou encore Chaibi. La suite logique pour de nombreux joueurs nés et formés en France et qui choisissent de plus en plus tôt la sélection algérienne, le constate Guémour. Ce qui s'explique tant par les bons résultats de la sélection depuis 10 ans que par la rivalité avec le voisin marocain, que JB pourrait qualifier de pas uniquement sportif ces derniers temps, à l'effectif blindé de binationaux, et qui a surtout fini de convaincre les fans et le peuple des Fennecs face au pragmatisme du résultat et de pousser la fédération algérienne, la FAF, à recruter les binationaux. Pourtant, certains mettent en garde, comme Nordine Kourichi, glorieux binational de l'Algérie 82, qui critique le choix de facilité et estime qu'un pays qui oublie ses enfants est un pays sans avenir. S'il y en a bien un également qui oublie son pays, en tout cas, c'est David. À nous faire genre qui s'intéresse encore aux résultats du Saint-Quentin basket. Tu parles, il est comme tout provincial monté à la capitale, ça doit faire des années qu'il a pas mis les pieds dans l'Aisne. David, il continue toujours de lire l'Aisne Nouvelle, un peu comme Mitterrand continuait de monter à la Roche de Solutré. C'est juste pour l'image. Voilà, quelle culture, la Roche de Solutré, d'ailleurs. Waouh. Exactement, j'ai grandi pas si loin de ça. Enfin, j'ai pas c'est pour ça. Du temps pas si loin de ça. Bravo pour la référence. Au moins, Thibaut, toi, tu as la décence de ne pas nous parler tout le temps de ta Picardie, où tu as grandi, de ton Alsace natale, du Madrid où tu as longtemps travaillé, ou de Nice où tu t'es désormais installé. Attention Thibaut par contre, parce qu'à ce petit jeu-là, si tu tweets mal, Valérie Boyer, elle va t'expulser de France FISA. Et vu les destinations, il n'y a qu'à choisir. Tu vas finir loin des frontières puisqu'on peut visiblement déchoir de sa nationalité quelqu'un qui n'est pourtant pas binational. En tout cas, Thibaut, s'il y a bien une terre dont tu ne peux pas te revendiquer, j'imagine, j'espère, c'est le Groenland. Et non, Val, je te vois venir, ce n'est pas une vieille émission décalée qui passe toujours sur Canal+. C'est bien le Groenland, la terre, le pays, qui appartient au Danemark. Pays, au Danemark, oui. Exactement, qui appartient au Danemark. Car France Football nous offre une plongée au cœur du championnat du Groenland avec un super article de Théo Troud. Le Groenland, c'est le championnat le plus court au monde. Une semaine seulement, au cœur des fjords sous moins 5 degrés en plein été, le kiff, quoi. Une première division qui doit en dernière minute encaisser les forfaits d'équipe face aux difficultés de transport et dont surtout la majorité des joueurs est partie chasser le renne. Le tout sous les yeux d'un sélectionneur d'un pays pourtant non reconnu par la FIFA et dont tous les joueurs rêvent tous de s'exporter au Danemark qui s'intéresse de plus en plus aux joueurs groenlandais.
À leur technicité particulière, eux qui pratiquent le futsal la majeure partie de l'année, contrainte météo oblige, alors que de plus en plus de jeunes évoluent désormais en D1 ou D2 danoise. Une terre où le foot est surtout une aide profonde pour une société meurtrie. Alors qu'aucune autre région au monde ne présente un si haut taux moyen annuel de suicides, 90 suicides pour 100 000 habitants. Autre société meurtrie, le Doubs, se remet doucement à vibrer pour son FC Sochaux, au bord du précipice cet été. Le tout notamment grâce au pari réussi de Sociocho, l'association de supporters qui est désormais devenue actionnaire et membre du conseil d'administration du club, comme le raconte Edwige Prond pour Les Échos. Un système de socios façon espagnole qui, en 2 mois, a réuni près de 800 000 euros grâce à 11 000 supporters propriétaires. Une mobilisation déterminante qui a permis la reprise du club désormais en national, aux côtés de 39 investisseurs locaux fédérés autour de Jean-Claude Plessis et Pierre Ventier. Une belle preuve de solidarité qui trouve écho dans le geste du riche État français envers la nécessiteuse FIFA. La majorité gouvernementale proposant un amendement au projet de loi des finances pour 2024 qui exonérerait les fédérations sportives internationales d'impôts et bénéficiera aussi, évidemment, aux salariés de ces institutions qui auront le luxe de ne pas payer d'impôts sur le revenu pendant 5 ans en France. Un projet open bar, voulu et poussé par Emmanuel Macron lui-même, qui verrait d'un bon œil l'installation de la FIFA en France, comme on l'apprend via Les Échos et Libération. Et bizarrement, Don Gianni Infantino, après s'être installé en Suisse et au Qatar, ne serait finalement pas contre à de telles conditions. En parlant de déménagement, l'équipe de France, fraîchement officiellement qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne, serait déjà à la recherche de son camp de base, bien que dans l'attente évidemment du tirage officiel, comme l'explique notre cher Vincent Duluc dans les colonnes de l'équipe. Pour s'inscrire, un choix important pour la 3F puisque les Bleus ne devraient pas changer de camp de base durant l'intégralité de la compétition, pour s'inscrire et respecter la politique écologique de la compétition voulue par l'organisation allemande. Les 24 équipes qualifiées seront ainsi affectées à des zones géographiques, afin qu'elles effectuent au moins 2 de leurs 3 déplacements du premier tour, en train ou en car. Plus de rails, plus de routes, à croire que Pierre Palmade pourrait devenir le nouvel intendant de l'équipe de France. Addiction toujours, avec une enquête de Philippe Auclair pour les cahiers du football sur le site de paris sportif One4Bet, créé par 3 bookmakers russes toujours en cavale. Et surtout, illégal en France, mais pourtant partenaire du PSG et du LOSC. Et qui permet aujourd'hui, toujours à l'encontre de la loi, de miser grâce à un simple VPN sur des matchs amateurs français de la N1 à la N3. Le tout en suivant le déroulé du match de manière animée en live play à défaut d'être retransmis. Une pratique qui pousse les parieurs à miser davantage, mais qui est surtout rendue possible grâce à une actualisation des matchs en direct qui repose sur les données que leur vendent les compagnies spécialisées dans la collecte de data comme Sportradar, Genius, StatPerform, IMG ou encore beaucoup d'autres. Mais qui envoient en même temps ces sociétés envoient en même temps leur data scout dans les stades afin d'alimenter les bookmakers. Des compagnies pourtant souvent présentées comme des partenaires indispensables dans la lutte contre la manipulation des matchs. En suivant l'évolution des codes sur le marché de paris sportifs afin d'identifier les mouvements suspects. Des mouvements suspects, il est également question face aux accusations de Gérald Darmanin, Valérie Boyer et Éric Zemmour à l'encontre de Karim Benzema. Accusés sans fondement, pour l'instant en tout cas, de proximité avec les frères musulmans, d'islamisme poussant certains à brandir sans aucune honte la déchéance de nationalité et le retrait de son ballon d'or. S'il y en a bien un qui doit se marrer en les accueillant au club, c'est Manuel Valls, le Bernard-Henri Lévy à la catalane. L'apatride politique et qui aura été le premier politicien à s'en prendre ouvertement à l'attaquant français, pour d'autres raisons à l'époque. Il semblerait en tout cas que la période soit compliquée pour les footeux, sonnés par certains de prendre position sur tous les sujets de société dès lors qu'ils auraient parlé une fois. Une manière aussi de constater que les footballeurs ont pris une part prépondérante dans le débat public où leurs réactions sont désormais scrutées. Un sujet que tu as évoqué dans ton dernier édito, Thibaut, sur le site de l'After Media, en expliquant que le problème n'est pas de savoir si les opinions politiques de nos héros nous plaisent ou pas, mais bien leur imprudence face à la pression d'appartenir à un camp et leur inconséquence de multimillionnaires maternés. D'imprudence et d'inconséquence, il aura en tout cas toujours été question au cours des 16 années de carrière d'Eden Hazard, qui tire sa révérence après un match de charité, mercredi dernier. Un rêveur qui jouait pour l'amour du foot, sans penser à demain ou à la perte de balle qui suivra sa prise de risque, comme le pleure Mathieu Darbas dans sa lettre à Eden Hazard sur le site de SoFoot. Un joueur qui aura surtout illuminé l'Europe de sa classe et de son talent, de son flair et de sa légèreté, loin du cyborg galant ou de l'insatiable Mbappé. Une inconséquence balle au pied de Lille à Stamford Bridge en passant par Bruxelles, devenus les véritables jardins d'Éden. Magnifique Flo, très belle conclusion, excellent.
Bon, je ne perds pas de temps, j'enchaîne directement parce que nous sommes déjà quasiment à 45 minutes d'émission, donc je me permets un petit rappel de ce que vous avez dit rapidement. JB, toi tu parles évidemment de l'attribution, des systèmes d'attribution de la Coupe du Monde, notamment via son mode de désignation que tu questionnes, notamment qui est fait par le Conseil de la FIFA qui est représenté essentiellement par Gianni Infantino. Un conseil qui prend des décisions sans aucune transparence, pas de vote, pas de presse, et c'est un système qui est légal mais qui en dit beaucoup sur le fonctionnement politique de la FIFA. Tu cites pour illustrer ça les attributions de la Coupe du Monde 2026 accordées aux États-Unis, enfin à l'Amérique du Nord suite au scandale de la FIFA, et de la Coupe du Monde 2030, qui est une manière de remercier le CONMEBOL qui a participé à l'élection de Don Gianni. Tu parles ensuite des épreuves multi-pays, qui est, dans plusieurs pays, pardon, qui est évidemment quelque chose de critiqué, mais dans l'air du temps, et qui représente évidemment beaucoup d'enjeux, à la fois des enjeux économiques parce qu'il permet de réduire les coûts et aussi par conséquence d'augmenter les rémunérations des dirigeants, et un impact géopolitique puisqu'il permet de satisfaire 3 confédérations, ce qui ouvre la porte aux 2 restantes, et notamment à la confédération asiatique avec la candidature de l'Arabie Saoudite. Et tu estimes que chacun des moves de Gianni Infantino sont pensés et réfléchis sans prendre en compte les critiques européennes et nord-américaines. David, toi tu te focuses plutôt sur la Coupe du Monde des clubs. Tu as évidemment, suite à cette Coupe du Monde, à l'annonce de cette Coupe du Monde, eu quelques petits problèmes intestinaux. Une digestion difficile, notamment parce qu'il y a une indigestion sportive selon toi, puisque la structure des qualifiés n'a pas de sens. Les équipes les mieux classées sur les 4 dernières années sont qualifiées, ce qui selon toi n'a aucun sens. En plus de ça, ça rajoute un format Coupe du Monde au milieu d'une saison. Et donc tu t'inquiètes aussi pour la santé des joueurs. Et tu parles aussi du risque financier et tu te poses la question de savoir quand est-ce que l'élastique va éclater. Pour toi, c'est une nouvelle distorsion de concurrence qui crée un fossé encore plus important et une potentielle aussi d'évaluation du produit football. Et tu penses qu'on arrive aujourd'hui à un point de rupture sur la croissance des compétitions et t'interroges sur cet empilement des compétitions. Et quant à toi, Thibaut, tu essaies de te mettre dans la tête de Gianni Infantino. Pourquoi le football doit continuer à grandir? Tu essaies de comprendre l'aspect moral, parce que selon toi, la cupidité n'est pas la seule logique. Selon toi, son attitude répond aussi à un besoin, un désir qu'on ne comprend pas. Et tu introduis la notion d'universalisme qui a à la base une étymologie paradoxale, puisque l'universalisme, c'est ce qui est valable partout, tout le temps, avec tout le monde. Et pourtant, le mot universus, c'est ceci est tourné vers le 1. Et dans la politique de la FIFA, tu notes ce paradoxe de l'universalité, puisque c'est le sport le plus pratiqué, qu'il faut organiser l'universel. Et pourtant, avec Infantino, on promeut la diversité, ce qui est différent de l'universalité, parce que chaque diversité a des particularités. Tu me dis si je commence à raconter n'importe quoi par rapport à ce que tu as dit. Et tu distingues ensuite 3 phases différentes sur l'universalité. Une première phase qui correspond à la création des institutions. Une deuxième phase entre 1994 et 2001 qui est de l'universalisme américano-centré, et une dernière phase à partir des années 2010 qui est un universalisme arabo-centré auquel Gianni participe évidemment. Et tu estimes que l'universalisme devient particulier et c'est un universalisme abstrait et incohérent. C'est un universalisme on passe de l'universalité à la diversité. Voilà. Exactement. Merci pour d'avoir schématisé tout ça en une phrase. Bon les gars, on a bien avancé en termes de temps sur cette première partie, donc on va avoir un temps de discussion un petit peu plus réduit, mais on va quand même prendre un quart d'heure, 20 minutes pour parler de tout ça, donc je vous laisse enchaîner. JB, est-ce que tu voulais réagir à ce qui était dit dans cette première partie? Je vais aller dans le sens de Thibaut, parce que c'est l'objet de mon prochain bouquin qu'on signe avec Lucas Aubin, sur le changement finalement du monde du sport, sur la question des narratifs. C'est-à-dire la manière dont le sport raconte le monde et la manière dont le monde se sert du sport pour se raconter. Et pour montrer ces ruptures. Quand on regarde le discours de Gianni Infantino, je ne sais pas si vous vous en souvenez, cette fameuse phase incroyable après les critiques adressées au Qatar, où à Doha, il dit « Je suis un migrant, je suis homosexuel, je suis roux ». Et je me souviens moi, simplement énervé. Et 2 mois après, j'ai repris le discours dans sa totalité, je l'ai relu entièrement et j'ai compris ce qu'il voulait faire. En gros, il ne nous parlait pas à nous. Il se plaçait justement dans cette logique universaliste que présentait Thibaut, avec ce pas de recul derrière qui consistait à dire « Vous, Européens, je ne vous parle pas comme si je faisais partie des vôtres. Je fais partie des autres. » Et donc, en faisant partie des autres, j'arrive à me décentrer et je me mets à leur place. J'enfile leurs habits parce que FIFA, je suis global, donc je parle à tout le monde, donc je ne parle pas qu'aux Européens et aux Occidentaux, donc vos valeurs ne sont pas universelle, puisqu'elle ne parle pas aux autres. Et donc, je vais littéralement aller dans le sens du Qatar et des autres. C'est tout à fait ce que j'avais fait, pardon, JB, et c'est effectivement ce que j'avais fait à l'époque, j'avais lu son discours. Effectivement, je dis ça parce que je crois que le terme est bon, il est peut-être plus juste même que la diversité, de l'universalité à la globalité.
L'universalité renvoie à l'idée d'une cohérence. La globalité renvoie à l'idée de chaos, à l'idée de diversité incompatible entre elles. Voilà. C'est dans ce Et sens-là ce qui est pour, très intéressant, c'est que quand tu recentres ça sur le Golfe arabo-persique, nous on le voit plutôt sur l'Asie, parce qu'on se rend compte que la position du Golfe est pas uniquement, est pas partagée partout. Il y a une vraie position chinoise, il y a une position russe qui se décale, et derrière il y a une position en Indonésie sous influence justement du Golfe. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui le basculement du monde vers l'Asie, bon, c'est une réalité depuis 10 ans, le pivot il a eu lieu. Et ce qui est très fort, c'est que dans le foot, ça se voit dans le discours, ça se voit dans les compètes. Et c'est une question que je voudrais poser à David, moi. Est-ce qu'on n'est pas parti justement pour régionaliser encore plus le foot, paradoxalement, en créant des compétitions dans tous les sens, non pas pour nous qui sommes gavés, mais... Moi, je vais te. Alors, l'universalité, je pense que le frein essentiel à l'universalité, je comprends complètement votre discours, mais il va être financier. Regardez le Qatar, pour des raisons, alors c'est amusant, financières, ont renoncé à construire 12 stades aux normes FIFA et ont décidé de faire leur Coupe du Monde à... Quel pays, à moins de partager, mais de diluer énormément, de répartir la charge financière de l'organisation d'une grande compétition, avec l'augmentation des coûts de construction, avec la technicité, le prix des stades. Un stade, c'est quasiment 1 milliard d'euros maintenant. Le stade de Tottenham, un stade pour être au dernier cri, c'est quasiment 1 milliard d'euros. Quel est le nombre de pays qui va pouvoir, avec l'élargissement des compétitions, accueillir des compétitions à 48 dans le futur? L'universalité, elle est un peu mise à mal par ça, et aussi par la question écologique. Mais très franchement, moi je la comprends l'universalité, mais j'ai un peu peur que dans 3-4 attributions, on tourne soit sur des compétitions, oui, régionalisées, avec un peu faites de briquet de broc, ou alors qu'on tourne sur États-Unis, Angleterre, France, Allemagne, pays du Golfe, Japon, Australie, et basta, en fait. Si tu veux. Donc en fait, cette histoire de rotation de la FIFA, il sera mis à mal automatiquement, puisque si tu alternes Euro, Copa América, Coupe de la CONCACAF, Coupe du Monde, mais très franchement, avec les coûts que ça engendre, les conditions d'accueil, mais tu auras quoi, une grosse poignée, dizaines de pays qui va pouvoir économiquement l'accueillir. La difficulté dans le passage de paradigme, du paradigme de l'universalité au paradigme de la globalité, c'est que quand l'universalité, lui, reposait sur une cohérence, c'est-à-dire un siège, t'avais un pays qui accueillait le monde à ce moment-là, et c'est comme ça que fonctionnait l'universel, c'est-à-dire t'avais la globalité sur un lieu géographique. C'est comme l'exposition universelle d'ailleurs, enfin. Voilà, et qui a toujours lieu dans une ville, dans un lieu. Ouais. Là, on a un éclatement de la base qui fait que tu passes vraiment dans l'idée d'une globalité. Et ce qui est marrant, c'est que on règle ça d'un trait de plume quasiment. On dit on peut pas le faire, on va répartir. Sauf que on rate en fait ce qu'était la cohérence propre de l'événement en le diluant au maximum. Et moi, je me pose la question des conséquences de cette dilution. Sur le sens même de la compétition. Parce qu'effectivement, si chacun organise sa propre Coupe du Monde dans son coin, par définition, c'est plus la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe de ton monde. Si tu veux. C'est la Coupe de ton monde. T'as plus d'identité. Voilà. Parce que l'universalité, parce que pour tenir l'universalité, il faut tenir les deux bouts du concept. Qui peuvent être paradoxaux, qui sont d'un côté la diversité, mais en même temps ramener à une cohérence et dans une unité. Là, en faisant ça, tu casses ce qui est au départ le sens d'une exposition internationale, le sens d'un pays hôte. Le pays hôte, c'est ce pays qui accueille le monde chacun son tour. Où certes, pour des raisons électoralistes très très faciles à comprendre, tu gagnes à court terme, mais est-ce qu'à long terme, t'es pas en train de dévaloriser ta propre compétition? Alors, c'est là où moi j'avais une question par rapport à ça. Je me la suis posé cette question, notamment quand on voit les tendances à saturer chaque marché régional et chaque compétition en plus, tu vas effectivement diminuer la valeur de ton produit, son attractivité, son intérêt pour les sponsors, pour les spectateurs, etc. Tu vas te faire attraper par la NBA parce que c'est aussi la tendance. Et là, je me demande jusqu'à quel point l'intérêt individuel d'un Gianni Infantino, qui va donc quitter son poste, il aura exactement un tout petit peu plus de 60 ans, joue pas là-dedans.
en se disant après moi le chaos, de toute façon c'est pas grave, j'aurais fait mon job, un peu comme on peut le voir par exemple pour Mais certains il CEO qui partira rentrent pas, dans des JB, boîtes. non? Il est obligé de partir, c'est un mandat impératif. Enfin, il est obligé Ouais, de. ouais, il y a un nombre de mandats impératifs et il ne peut pas s'il enchaîne tous les mandats, il arrivera à la fin. En 2031, il faudrait qu'il fasse une réforme de la gouvernance de la FIFA et normalement du fait des statuts, il faudrait qu'il ait les 2 tiers des fédérations qui aillent dans son sens. Ce qui Il va paraît mettre une de ses quand même filles, il va nous faire une Dimitri Medvedev à Poutine. Il va mettre une de ses filles. On a Ils une vont idée faire de Deux venir. tiers, qui il est. peut les obtenir. Hein. Alors, Ouais. S'il a 2-3 confédérations, c'est on commence quasiment à fait, voir quoi. monter d'autres figures derrière lui, et on est plutôt sur une pratique à l'asiatique, c'est-à-dire la pratique de l'empereur retiré. Il se retirerait, laissant la place à son nouveau secrétaire général, et le nouveau secrétaire général qui vient d'arriver, qui remplace Fatma Samara, correspondrait. Voilà, Mais après, en fait, si tu veux, moi, c'est ce que je disais à la fin de mon intervention, JB, c'est-à-dire que même plus dans l'explication rationnelle, on n'est même plus dans le domaine du besoin. L'élargissement des compétitions, On bon, est dans vous le pouvez suicide, là. l'entendre. Globalisation du football, il y a plus de compétitions entre guillemets qui méritent en fait de participer à la Coupe du Monde avec des joueurs entre guillemets exotiques qui jouent en Europe, ça je l'entends complètement. Mais là en fait, c'est sûr que les nouvelles compétitions, les nouveaux formats, ça ne répond à rien du tout. Sauf, Personne ne le demande. Ouais. Non mais sauf l'argument et encore l'argument financier qui est un peu sauf bancal. disparition des championnats. Possible, mais même pas parce que comment l'UEFA en fait tu te sers du classement UEFA pour te qualifier à une compétition de la FIFA, mais l'UEFA comment va réagir l'UEFA dans la mesure où les joueurs qui brillent dans leur compétition ils vont pas se reposer parce qu'ils vont jouer une compétition FIFA après. Quel intérêt pour un joueur qui a gagné avec des champions de jouer le championnat du monde des clubs dans la foulée? C'est surtout pour les clubs asiatiques que c'est intéressant. Les clubs asiatiques tout et les à pays fait. hors UEFA justement. C'est Ouais, une manière au club de vendre des droits télé importants à des confédérations qui n'attendent que ça, d'affronter Liverpool et autres dans une compétition mondiale, et les clubs asiatiques en particulier, à mon avis. Mais t'avais déjà ça en pré-saison en fait, si tu veux, tu penses. Oui, Enfin, mais là c'est des vraies ça qu'en fait, compétitions. si tu- Là où t'as Neymar, t'as Bon. Benzema, tu vois. Là, l'idée, c'était de monter le niveau des équipes et des infrastructures en Afrique, les renouveler en Amérique latine et les monter en Asie pour que, à terme, ça challenge l'Europe. Ne soit plus ce phare au milieu de la nuit, ou en tout cas puisse véritablement se faire dépasser. Ouais, c'est ce qu'on m'avait expliqué quand j'avais posé ces questions-là. Et j'y croyais pas au départ. Pour moi, c'est suicidaire. Mais ils sont vraiment sur ce risque systémique-là. Mais je sais pas si ça peut marcher, tu vois, s'il y a 20 ou 30 ans, la logique de Gianni Infantino est pas susceptible de correspondre au changement d'air dans Bien lequel on sûr. se trouve. Moi, je pense qu'il faut pas le sous-estimer du tout. Hein. Je pense que le décrochement européen, il est valable dans tous les domaines, donc pourquoi pas dans le football. Moi, je suis Gianni Infantino, je pense que c'est la bonne stratégie. C'est à sa place à lui, si on se met dans sa tête à lui, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir et avoir un statut un peu quasiment de président de l'ONU. Et c'est effectivement ce qu'il faut qu'il fasse. C'est que le nombre de voix, le système de vote fait qu'un pays égale une voix, une fédé égale une voix, donc les petits pays sont beaucoup plus intéressants que les grands pays. Et en plus, maintenant les marges de manœuvre elles sont pas du côté européen, donc il y a peut-être la place des États-Unis qu'il faut ménager un peu, parce que judiciairement ça reste le plus dangereux, mais d'un point de vue économique et d'un point de vue de développement, c'est évident que l'Asie et l'Afrique sont les priorités absolues en fait de la FIFA. Et donc moi, je veux dire, l'installation du siège en France, C'est très malin. c'est malin, mais c'est pour effectivement amadouer un peu les Français, amadouer l'Europe, mais c'est un peu c'est un baroud d'honneur en fait. Tu vois, j'ai l'impression que ça va plus être des postes de prestige qu'on va remettre à quelques pré-retraités, à commencer par Noël Le Graët, pour les remercier de leurs bons et loyaux services. C'est une sorte de Suisse un peu améliorée, parce que si tu payes pas d'impôts, c'est comme si t'étais en Suisse. Mais en plus, t'es à Paris, donc tu vas dans les restaurants, et c'est plus c'est plus une sorte d'ambassade, quoi. C'est comme tu vois, c'est une sorte d'alliance française, quoi, tu vois, de la FIFA, quoi. Je vais aller plus loin. Ils projettent d'ouvrir l'équivalent d'un siège aux États-Unis à l'occasion de la Coupe du Monde 2026.
de la Coupe du Monde 2030 en Afrique, et comme par hasard, ça se passerait soit, donc, il y a 3 possibilités, Rwanda, Maroc ou un 3e pays, mais ce sera pas l'Égypte parce que la sécurité y est pas. Et donc, l'idée, c'est que tu aies des bureaux FIFA partout et que ça ressemble de plus en plus à une firme transnationale avec ce que ça implique. C'est-à-dire que tu as ton siège principal parce que c'est là où tu es né, et après, tu as des sièges régionaux qui ont une importance et qui ont une capacité de décision et d'autonomie. C'est toujours une association à but non lucratif. Hein. Je tiens à préciser que dans les Alors, statuts, c'est censé. dans les faits, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que elle a un statut bizarre en droit suisse. Elle est entre la fondation, voilà. Elle est entre la fondation et l'association. Ouais. C'est un truc qui n'existe pas chez nous. Non, j'avais vu que la FIFA, en fait, c'est assez amusant parce que donc elle est censée être à but non lucratif, mais à l'époque, en fait, elle a déménagé en Suisse à cause de la crise de 29 parce qu'elle pouvait toucher plus de donateurs, en fait. C'est marrant que toute son histoire, en fait, ait été marquée par le besoin d'argent, en fait. C'est assez drôle. Enfin, drôle. Oui, mais t'as entièrement raison. Oui, après, c'est pas, moi je pense que c'est un problème de voir gagner de l'argent. Bon, je peux le comprendre. Pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une ONG, quoi. Donc je peux comprendre qu'il va être rentable. Après, la question, c'est si c'est ton seul critère, ou si ton seul critère est la cupidité, c'est autre chose. Qu'une entreprise veuille être rentable, je vois pas, c'est pas un crime, tu vois. La difficulté, c'est la répartition, c'est-à-dire que c'est l'argent qui est récolté, au moins dans une entreprise, bon, bah, t'as les actionnaires, tu sais à qui c'est réparti, selon quels critères, tout ça est fléché. Là, on a un peu du mal à comprendre où va l'argent, pour qui, à quoi il sert. Parce que, surtout quand tu vois les carences, en fait, que JB a, mais surtout que Val a pointé dans le développement du football féminin, il y a des déserts footballistiques où la pratique du football n'est pas du tout encouragée. Messieurs, l'Arabie Saoudite apparemment vient de se porter candidate pour la Coupe du Monde féminine 2035. Oui, oui. Je vais aller plus loin même, mais je vais me taire. Ouais. Là, ils sont partis pour sortir les budgets là. La prochaine offensive, ça fait à peu près 2 mois que c'est en sous-main. C'est sur le foot féminin en Afrique, avec des sommes colossales. L'objectif, c'est d'être les principaux pourvoyeurs, parce qu'ils ont compris que demain, la capacité de décision, elle se fera là. Très malin, c'est très très malin. Je sais pas qui les conseille, mais je te jure que c'est pas des Saoudiens. Et ben c'est parfait, ce sera le mot de la fin. Merci JB. À moins que quelqu'un veuille rajouter un petit dernier truc. C'est bon. Non, on est bon, on a fait le tour, super. Et ben on va quand même terminer avec nos petits trocos habituels. JB, c'est toi qui commence. Alors, je vous ai écouté les gars. J'ai regardé les 4 épisodes de Beckham. Je me suis tapé une insomnie complète. Je suis devenu fan du bonhomme. Je pensais pas avoir ces fêlures là. J'ai kiffé. C'est con, mais j'ai kiffé. Donc tu recommandes ? Ah franchement ouais. Bah très bien, parfait. Très étonné. David ? Oui, alors moi je vais faire mainstream, mais quelqu'un qui mérite d'être écouté. Je vous recommande pour tous les passionnés de football européen et pour tous ceux à qui l'équipe du dimanche, ancienne édition, avec Lorenzo Fanfani, Darren Tullet, Jean-Charles Sabatier et l'espagnol m'échappe, je crois que c'est Javier Sanchez, d'écouter Les Drôles de Dames sur RMC de Nicolas Jamin avec Paulo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurence et Johan Crochet. C'est 2 heures de super résumé du foot européen, si vous n'avez pas tout suivi ou si vous avez tout suivi. Il y a pas mal de pop culture et c'est une émission dans l'émission, un programme dans l'émission qui mérite d'être écouté et relayé. Moi, je prends beaucoup de plaisir à l'écouter en tout cas. Je confirme, c'est super. Thibaut. Alors moi je suis un peu coincé parce que là cette semaine j'ai pas lu du tout de foot, je me suis un peu désintoxiqué et je me suis remis à lire Kundera, donc je lisais Les insoutenables légèretés de l'être, pour essayer de comprendre les chaos du monde. Donc n'oubliez pas que le football c'est un pont vers plein d'autres choses et moi c'est un peu pour me désintoxiquer et en même temps tu y reviens sans cesse. Donc lisez par exemple en ce moment vous qui avez d'ailleurs la première ligne de mon édito qui est de cette semaine, c'est un hommage à Kundera. Je me souviens plus de la phrase d'ailleurs, mais c'était peut-on condamner quelque chose d'éphémère. C'est la question que pose Kundera dans l'insoutenable légèreté. Très bien. Flo. Et ben moi je vais vous conseiller d'aller regarder, j'y croyais pas beaucoup quand j'ai vu que c'était sorti, les 2023 dernières minutes du mercato estival, c'est pas une série mais le petit documentaire fait par la LFP sur les coulisses des derniers jours du mercato avec un focus sur Pablo Longoria, Olivier Létang et
Et Loïc Ferry, j'y croyais pas forcément. Et c'est plutôt intéressant. Ça dure 37 minutes à peine. Donc, ça se consomme très, très vite. Ça se regarde très, très vite. Et mine de rien, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on a la suite sur les 35 secondes de l'appel d'offres de la LFP ou pas? C'est ce que j'allais dire. Faut leur faire un peu de pub en ce moment parce qu'ils sont dans une situation compliquée, visiblement. Mais non, ouais, 35 secondes, c'est long quand même là. C'est moins que ça en réalité. Bah, tu sais, c'est le temps de mettre les lits de camp, de les ouvrir. Tu sais. Très bien. Et bah moi, comme JB s'est permis de faire une reco qu'on a déjà faite, je vais me permettre de le faire aussi sur une recommandation que tu avais fait il y a quelques mois, Thibaut, sur la série Succession, qui est un petit peu en lien avec notre sujet du jour, évidemment, qui raconte l'histoire d'une famille qui se déchire. Enfin, mania du divertissement et de la télévision, qui est évidemment très très riche, et la famille qui se déchire avec tous les problèmes d'héritage et les problèmes d'argent que ça peut engendrer, et toutes les luttes internes de pouvoir aussi, évidemment, qui est vraiment une super série. Bon, il y a 4 saisons, la dernière saison vient de sortir là, il y a 4-5 mois, et c'est vraiment vraiment bien. Donc voilà, je voulais recommander Succession, et c'est sur je sais plus, ça a changé de plateforme. C'était sur OCS et c'est sur C'est sur Paramount, c'est ça, je crois, c'est exactement. Voilà, messieurs, merci beaucoup pour cette émission. On a été un petit peu plus long que d'habitude, mais c'était très instructif. J'ai beaucoup apprécié ce moment. N'hésitez pas, évidemment, si vous pouvez nous soutenir, à participer à notre cagnotte qui est sur Hello Asso. Tous les liens sont sur nos réseaux sociaux, ou alors à partager, liker, en parler à vos amis. 11e art sur les réseaux sociaux ou sur nos plateformes. Merci à tous et à ciao, bonsoir.